Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On commence dans les nouvelles avec la saga Nordvolt qui revient encore une fois dans l'actualité parce qu'il y a eu des entrevues données par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui est un des principaux intéressés, on s'entend, dans ce dossier-là, et qui a fini par dire à demi-mot un peu dans une entrevue que s'il y avait eu une évaluation du BAP, du Bureau d'audience publique sur l'environnement au Québec, comme c'est souvent le cas pour des grands projets comme ceux-là, pour Nordvolt, mais que sûrement Nordvolt ne serait jamais venu s'installer ici au Québec et que c'est pour ça qu'on aurait évité de faire un BAP, ou du moins un BAP complet, parce qu'il l'est fait en partie dans ce projet-là. Et les oppositions et les groupes environnementaux, Mario, ont réagi en tirant littéralement à boulet rouge aujourd'hui sur le ministre de l'Environnement. Mais reste quand même les questions. Le projet, à quel point on le veut? Est-ce qu'on le veut? D'abord, j'ai toujours pensé que ça, c'était ça la vérité. Si vous m'avez écouté parler du projet, j'en ai toujours parlé en ces termes-là, en disant, voyons, s'il y avait eu... Parce que c'est tellement évident, quand tu connais l'histoire, OK, le projet, c'était... Il s'en allait aux États-Unis. Il avait regardé ça, puis s'en allait aux États-Unis. François-Philippe Champagne, puis ça, c'est corroboré par plusieurs sources. À minuit moins une, les a appelés, vous n'avez pas vu, vous auriez bien plus intérêt à venir au Québec. Mais là, une fois que tu décides que tu les attires, est-ce que tu peux leur... Puis là, évidemment, lui, Champagne, il était à Ottawa, il a parlé à son ministre, son collègue québécois, Pierre Fitzgibbon, ils travaillent beaucoup ensemble, les deux d'ailleurs, sur plein de dossiers. Puis il a dit, hey, Pierre, je suis en train de t'avoir quelque chose pour le Québec, quelque chose d'extraordinaire, la plus grosse usine, patati patata. Pierre, il a sûrement dit, on va regarder ce qu'on peut faire. Est-ce que tu peux dire à Nordvolt la semaine d'après, nous autres, on vous veut, mais petite affaire, là. Les 18 premiers mois, là, vous autres, vous pensez que vous êtes en production dans 2 ans, mais non, si vous venez au Québec, les 18 premiers mois, vous allez vous asseoir sur vos mains, vous allez attendre de la bureaucratie. Mais là, Nordvolt, il n'aurait même pas été insulté, il aurait dit, pas de problème. Là, nous autres, on est déjà... On s'en va aux États-Unis, là. Fait que, pas de problème. Il n'y aurait jamais eu de BAP. Il n'y aurait pas eu de projet. Il n'y aurait pas eu de BAP parce qu'il n'y aurait pas eu de projet. Il aurait dit, OK, excusez-nous, là, c'est parce que là, Champagne nous a appelés, il nous a fait croire qu'on était bienvenus au Québec. Mais là, c'est ça, on s'en va. C'est tellement évident que c'est ça que j'ai jamais pensé à autre chose. C'est juste que la CAQ s'est enfermée à essayer de pas tout dire ou de pas dire la vraie version. Ouais, c'est ce problème de communication-là. Ils ont payé un prix politique énorme pour ça. Mais là, aujourd'hui, je trouve que, bon, là, après ça, tu peux être d'accord ou tu peux être pas d'accord. Dire, regarde, on a choisi, on veut un projet. Puis, l'erreur à ne pas faire, c'est de penser que parce qu'il n'y a pas de BAP, il n'y a pas d'évaluation environnementale. Non, il y a une évaluation, section par section. L'eau, l'air, il y a des évaluations environnementales complètes qui sont faites. Il n'y a juste pas la grosse affaire, le bureau d'audience publique avec des audiences et des soirées que tu loues une salle. Non, c'est ça, avec la population qui vient parler. Puis des experts, puis là, ça dure des semaines, comme une commission, justement, Charbonneau sur un projet, mais tu sais, avec des experts qui viennent, puis une table de discussion, puis après ça, on fait un rapport pendant des mois, on rédige le rapport qui est issu de tout ça. C'est ça qu'on fait pas, là. Ce qui veut pas dire qu'un BAP, c'est pas utile. Puis pour certains projets, de le faire, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'étudier. Oui. On a fait des BAP très utiles. Mais en même temps, on a fait un BAP, je vais donner l'exemple qui fait toujours sourire. On a fait un BAP sur le tramway de Québec. Dévastateur, là, qui disait que c'était un très mauvais projet. Puis tous les environnementalistes ont dit, là, ce rapport du BAP-là, on va le mettre de côté. Là. On veut ça prend un tramway à Québec. Puis tous les partis politiques, à peu près, à part Éric Duhem, ont dit... Ouais, là, le BAP, là, bof. C'est pas ce BAP-là. C'est un mauvais BAP, un mauvais rapport du BAP. Fait que tout le monde était pour le projet pareil. Puis le BAP avait dit que c'était un mauvais projet. Ça aurait pu être ça pour Nordvolt aussi. On spécule, mais il y a cette possibilité que Nordvolt serait venu s'installer. Parce que c'est pas décisionnel. Le BAP, c'est un bureau d'audience publique. Là. Ça fait une grosse audience publique, ça te remet un rapport. Pour ça, le gouvernement fait ce qu'il veut, là. Ouais. C'est ça qu'il faut pas oublier. Mais voilà, donc ça change la donne. Mais c'est certain que le gouvernement, pendant 24 heures, se met en position de faiblesse en disant, là, moi, regardez bien, je vous ai jamais donné le portrait complet. Je vous ai conté une histoire un peu. Il n'a jamais menti, dans le sens qu'on n'a jamais dit le contraire de la vérité. Mais oui, ils ont toujours dit, non, on n'a rien adapté. Là, aujourd'hui, ils disent, regardez bien, s'il y avait eu un BAP, il n'y aurait pas eu de Nordvolt, c'est aussi clair que ça. Ouais. Ce qui fait qu'il s'embourbe, encore une fois, la CAQ s'embourbe dans un autre dossier. Il s'embourbe, mais en même temps, c'est parce que il s'embourbe, mais d'un côté, il se désembourbe, parce que moi, à mon avis, c'est beaucoup plus facile de travailler avec la vérité que de travailler avec une demi-vérité, là, que tu marches toujours sur un fil de fer, parce que là, faut que tu dises ça, mais là, tu peux pas dire tel mot. Là, c'est ça. Là, après ça, les gens sont d'accord,
ou sont pas d'accord, mais moi, je trouve que c'est bien plus facile de travailler avec l'heure juste, avec la vérité, que de marcher sur un fil d'affaires avec des demi-vérités. Tout savoir en 24 minutes. On a eu beaucoup de dossiers de piratage dans les dernières années, puis on le sait, là, avec la technologie qui progresse, ça devient de plus en plus facile ou, d'un autre côté, difficile. Facile pour les hackers, difficile pour les entreprises qui utilisent la technologie, c'est-à-dire à peu près tout le monde, mais de se défendre contre des piratages. Mais il y a des piratages qui sont plus dangereux que d'autres. C'est ce sur quoi notre bureau d'enquête de Québécois s'est penché. Et ça fait peur. Honnêtement, Mario, ça fait peur parce que ce qui a été piraté depuis 1 an là, dans diverses régions du monde particulièrement, c'est des systèmes d'aviation. Des systèmes dans les avions directement, plus précisément le GPS. Donc, il y a des avions qui se sont retrouvés en plein vol puis qui n'avaient plus d'indication de où aller. Là, on se comprend. Là, à une époque, les avions, ça naviguait aux instruments. D'accord. Aujourd'hui, tu es au-dessus des nuages, tu vois pas le sol, tu n'as aucune idée précisément t'es où. On s'entend-tu que le GPS, c'est comme essentiel? C'est devenu la base. Oui, on a de la difficulté maintenant à manœuvrer en auto du point A au point B sans se fier à Google Maps ou autre système. Là, on se comprend que dans un avion, ça peut devenir dramatique. Puis si vous pensez que dramatique, c'est un terme qui est exagéré dans ce cas-ci, prenons exemple, entre autres, de cas où on a eu des avions dans le coin du Moyen-Orient, par exemple, qui ont failli se retrouver. C'est principalement là parce que, juste préciser, c'est pas vraiment des cyberattaques. C'est pas un pirate qui est n'importe où dans le monde et qui attaque le GPS. C'est que tu passes au-dessus d'une zone et parce que ce pays-là est en guerre, il truque ses signaux GPS. C'est le pays qui est en dessous de toi, qui pour des raisons militaires, de défense, de déjouer quelqu'un ou qui a peur d'être bombardé, peu importe, il truque ses signaux. Oui, ce qui fait qu'on retrouve ça, entre autres, où? Tout près, par exemple, de la Corée du Nord. Hein? Donc, un vol, par exemple, là, d'Air Canada, le 9 mai 2023, qui a circulé, qui se rendait jusqu'à Séoul, en Corée du Sud, qui passait proche de la Corée du Nord. Hop, il y a un agent étatique, là, c'est vraiment, on cible des gouvernements qui seraient venus pirater le système de GPS. Mais là, ça arrive surtout, oui, dans le sud de l'Asie, mais au Moyen-Orient. Israël, Iran, tout ce secteur-là au Moyen-Orient, très, très instable. Il semble que c'en est une région qui est à faire attention à ce point de vue-là. Puis là, d'avoir un avion, au moins une reprise, qui a failli entrer dans l'espace aérien du Liban, dans l'espace aérien de l'Iran, avec ce qu'on sait aussi. Sans s'en rendre compte, là? Sans s'en rendre compte. Puis quand on sait qu'il y a une tragédie aérienne où il y a des missiles iraniens qui sont allés frapper un avion de ligne, là, qui était passé au-dessus de l'Iran parce qu'il rentrait dans leur espace aérien, qu'il ne s'est pas identifié et tout. On s'entend-tu que ça peut devenir épeurant, tout petit peu, pour des passagers d'un avion comme ça? Donc, bref, c'est un dossier qui est en train d'être fouillé. On dit que ça a été soulevé chez les constructeurs aériens, chez les agences, évidemment, là, de voyage. À l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, semble-t-il qu'on met beaucoup de pression sur les pays qui font ça pour leur dire non, là, ça, jamais, là, vous ne pouvez pas jouer à ça. Là. Voilà, mais ça reste inquiétant. Un dossier qui est sorti plus tôt ce matin, qui est révélé un peu plus en détail là, sur ce modus operandi d'agents étrangers. En tout cas, faire pirater en avion, pas sûr que ça doit être très plaisant pour l'équipage, pour les gens dedans. Actualité. As-tu ça, Mario, dans ton entourage, des gens là, qui toussent? 2-3. Qui se plaignent de ça, là, que ça finit plus, qui toussent, puis ils sont pas... Comme on dit, ils sont pas mourants. Ils ont ils ont fait, mettons, de la fièvre 2-3 jours. Ils ont pris une journée de congé. Ils ont été à terre une couple de jours. Mais là, ils seraient corrects. Mais l'atout finit plus de pas finir. L'atout persiste. Puis après ça, ils ont comme d'autres mauvaises journées, mais j'en ai une couple, ouais. Ouais, puis je l'ai vécu moi-même. Hein. Dans les derniers mois, j'ai eu une grippe, puis je suis revenu au bureau ici, en studio. Je continue à tousser. Puis un symptôme, rien, mais de la toux creuse. Là, on dirait que t'es un vieux chien qui aboie. Puis là, c'est quelque chose que des médecins disent voir de plus en plus. Exactement. Puis pas juste les médecins, les pharmaciens propriétaires également qui ont dit avoir le même constat en ce moment à cause du cocktail de virus respiratoires qu'on a depuis l'automne. Mais moi, j'ai lu ou entendu que c'est le VRS, là, le plus traite au niveau de la toux et de la toux qui se prolonge, là, c'est le virus respiratoire syncytial. Parce qu'à un moment donné, tu le sais pas ce que t'as. Là. Ouais. Tu sais, on appelle ça la grippe, le rhume, on nomme ça dans nos mots, mais à un moment donné, c'est pas comme le temps de la COVID qu'on fait un test, on le sait pas. J'ai-tu eu le VRS, j'ai-tu eu d'autres choses, on le sait pas. Oui, puis on se teste des fois encore pour la COVID si vous avez des tests, limite. Mais la plupart du temps, on se comprend. Si vous toussez, si vous morvez, si vous avez des symptômes, tout le monde reste chez soi. Parce que peu importe le virus que vous avez, il peut se transmettre puis il va pourrir la vie des gens autour de vous. Là. C'est contagieux. Fait que oui, c'est le VRS, comme tu le nommes, la COVID et l'influenza type A, là, la bonne vieille grippe, qui ont fait tout un cocktail et qui viennent
causer beaucoup d'inflammation dans les muqueuses respiratoires. Là. C'est ce qu'on explique du côté des médecins, entre autres, que c'est normal là, de ne pas vous inquiéter, puis qu'eux reçoivent beaucoup d'appels, Mario, de gens qui sont inquiets, là, qui ça se persiste 2, 3, 4 jours après, puis qui sont bien inquiets. 2, 3, 4 semaines après, dans certains cas. Voilà, on dit que ça peut être ressenti, là, les désagréments d'un virus, comme ça, de plusieurs virus. Ça peut rester irriter votre gorge, être comme toujours un chat dans la gorge, que vous toussiez encore un peu. Eux parlent d'un 14 jours. Là. Ça commence à dépasser ça, particulièrement si vous avez de l'inflammation, si vous avez des symptômes comme, évidemment, de la fièvre. Là, il faut aller consulter les médecins. Mais sinon, vous pouvez quand même vous rassurer, on peut endurer. Habituellement, c'est des symptômes qui vont finir par s'effacer. Mais ça vient quand même répondre à une question intéressante là, que je pense que beaucoup de Québécoises se posaient des derniers jours. Parce que je pense que c'est bien niaiseux, mais pour bien du monde, nous dire, je suis pas le seul. Il y a bien du monde comme moi, c'est une coche moins pire. Voilà. Surtout que t'es pas vraiment très malade. Là. Rien pour t'empêcher de faire des activités régulières, c'est juste tannant. Ouais, tu lis dans le journal qu'il y en a plein d'autres qui sont comme toi, tu dis, on est d'une gang. Ouais, c'est tannant, puis disons que quand tu as une toux incontrôlable, de même, t'es dans un coin du métro, là, tu tousses dans ta manche. Puis c'est rendu mal vu de tousser trop fort. Oui, bien fort. Là, non, puis quand tu travailles avec un micro, c'est sûr que c'est pas idéal. C'est sûr que ça l'est pas. Tout savoir en 24 minutes. On continue de parler du dossier de la vétusté des installations dans la DPJ, hein, tout ce qui concerne l'Organisation de la protection de la jeunesse. On a, comme dans plusieurs institutions québécoises, Mario, je vais le dire comme ça, on a déjà bâtiments d'une autre génération, d'une autre époque qui tombent en ruine, hein? Surprise, après les hôpitaux, après les écoles, mais c'est les bâtiments de la DPJ maintenant où on tire la sonnette d'alarme. Il y a entre autres un dossier présenté par le Journal de la Presse plus tôt aujourd'hui qui expliquait là, que ce serait 20% des établissements qui ont là, des niveaux de vétusté tellement significatifs que ça n'a plus de bon sens, là, véritablement. Mais ce qu'il y a dans le cas de la DPJ, qui peut paraître pire, qui peut être pire que dans d'autres types de bâtiments, c'est que tu as aussi, comme tu as des bâtiments qui datent du passé, des anciennes méthodes, donc des espèces de chambres, pas de fenêtres, qui est pas comme le trou en prison, mais c'est pas loin dans certains cas. Qui s'en va dans cette famille-là, là, d'isolement, là, tu sais. Et là, il en reste de ça. Là. Aujourd'hui, on dit on fait plus ça vraiment. Si on construisait un bâtiment neuf de la DPJ, on ferait plus ce type de salle-là. Mais quand on les a, on les utilise, semble-t-il. Semble-t-il. Puis une autre chose, Mario, qu'on a appris aujourd'hui à l'émission d'Isabelle Maréchal, notre collègue ici à Cube, elle a reçu Nancy Audet, qui est la marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ, qui est elle-même une ancienne jeune de la DPJ. Puis elle explique que c'est bien beau, là, un dossier aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme. Elle explique avoir prévenu le ministre qui est responsable des services sociaux, Lionel Carman, il y a au-dessus de 18 mois. Là. Elle l'a fait même visiter, là, l'a invité à aller visiter des installations en vétusté. Puis explique que depuis ce temps-là, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a pas de nouvelle annonce, il n'y a rien, là, véritablement rien qui a été fait dans ce dossier-là. Et elle a même expliqué aujourd'hui qu'elle songe fortement à changer la manière dont elle parle de la DPJ. Elle ne voulait pas parler avant là, de violence institutionnelle, mais elle a changé son fusil d'épaule. Hésiter à utiliser la violence institutionnelle parce que c'est fort. Mais ça fait maintenant, vous le savez, plus de 5 ans que je suis impliquée, que je vais dans les centres, que je parle aux enfants, que je parle aux ex-placés. Et tout ce qu'on me raconte, c'est de la violence institutionnelle. Je pense qu'ils sont... Elle parle entre autres d'un cas dans les Laurentides, un enfant de 7 ans qui aurait subi en 1 an 300 contentions, Mario. Quand on parle de contention, c'est ça, là, des moyens pour restreindre. 300 sur 365 jours, on s'entend-tu? Mais c'est parce qu'il faut aussi voir pour un enfant, là. T'sais, comment tu vois ça, être complètement isolé dans une salle, pas de fenêtre, enfermé. C'est pas... sur le développement de l'enfant, je pense pas que ce soit tellement recommandé. Là. Non. On dit dans certains cas, je sais qu'il y en a qui défendaient ça, ils disaient quand l'enfant est en crise, pour le calmer, pour une courte période. Mais c'est ça, c'est le genre de salle qu'on construirait plus. Mais là où on les a, ils utilisent encore. C'est tentant de les utiliser. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Et c'est beau, ce printemps hâtif, Mario. Beau. Ça dépend où vous vous trouvez. Hein? Si vous aimez la neige, là, vous allez être triste de l'avoir perdu. Puis si vous habitez à Montréal, vous allez vous rendre compte que c'est sale en s'il vous plaît. C'est ce qui a été constaté là, dans les derniers jours, je pense, par beaucoup de Montréalais, Montréalaises qui voient là, des rues jonchées de déchets. Puis c'est toi-même qui as reçu, je pense, ce matin, Mario, Madame Maya Vadankovic, qui
est responsable, justement, là, de la concertation avec les arrondissements pour la ville, pour, justement, sortir les cols bleus dans les rues puis aller nettoyer. Elle dit qu'ils y sont déjà. Elle dit que ça commence. Là. Ils sont en train de commencer l'opération. En fait, les cols bleus qui, normalement, devraient à ce date-ci pelleter les patinoires ou arranger les bandes des patinoires ou participer aux opérations de déneigement, ils sont tous réaffectés à la tâche nettoyage des rues, des parcs. Elle avoue que c'est particulièrement sale. Je sais jamais par où commencer quand on parle de la saleté. Ouais, est-ce que la ville de Montréal est maladroite, mal équipée à nettoyer ses rues? Est-ce que les citoyens sont des cochons? Ou est-ce que c'est un joyeux mélange des deux? Mais c'est sale. Oui. C'est sale. La neige, ça fait disparaître ça pas longtemps, mais ça revient vite. Ça vient tout blanc. Il n'y a plus de cochonnerie. C'est tout beau, c'est tout blanc. Elle me disait quand même qu'un chargement de neige, c'est épouvantable à dire, mais qu'un chargement de neige, c'est quand même un bon ramassage de détritus. Tu sais, ça embarque, qu'est-ce que tu veux, avec la neige dans la souffleuse, puis ça charge. Puis, ah ouais. Et là, comme cette année, il y a eu peu de chargement de neige, de certaine façon, c'est encore pire, là, les déchets. Oui, puis mais tu sais, je veux dire, mettons tout ce qu'on voit, on voit des images, là, les gens qui nous regardent à la télé, les images du site de TVA Nouvelles, là, on s'entend que c'est pas Valérie Plante qui s'est promenée avec un sac à dos à lancer des objets, des vieux meubles, des morceaux de meubles, des Kleenex, de la nourriture. Non, on se comprend qu'il y a des gens qui sont... Il y a des cochons, là. Des cochons, ben là, voilà. Voyons, il y a des cochons quelque part. Puis, elle me disait, madame de la ville, elle donnait des exemples, des comportements qui, elle, mettons, ils la jettent à terre. Elle disait, des gens, ils vont manger au parc. Ils prennent leurs choses, ils sacs là. Ils laissent tout. C'est à table. Ils ont mangé, mettons, pointe de pizza, la petite boîte de carton, verre, peu importe. Ils partent, là, ils partent. Ils laissent ça là. Ça, j'ai pas de misère à croire ça. Ça, donc, je l'ai là, vu souvent. donc là, soit il pleut, ça vient tout détrempé, ça part au vent, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux, c'est mal propre. Il y a de la nourriture mélangée à ça. Fait que là, s'il y a des animaux, ben là, évidemment, les animaux vont aller manger le reste de nourriture, étendre le carton, le déchirer. Tout ce qu'on imagine. Fait que là, tu te dis, OK, c'est-à-dire que ça, c'est du monde que... Pendant un temps, là, dans la maison, ils mangeaient, mettons, une pointe de pizza, puis ils laissaient ça sur le coin du comptoir. Puis là, leur mère ramassait ça. Leur mère est une bonne personne, elle gueulait pas après. Fait qu'ils se sont habitués. Puis là, il veut dire, la vie est de même. Tout, tu laisses tes cochonneries, quelqu'un passe en arrière, le ramasse. Fait que quand c'est plus leur mère, ils disent, c'est plus ma mère. Ça va être la ville. Va être la ville. Mais quelqu'un de la ville va passer. Quelqu'un passe toujours derrière moi puis ramasse mes déchets. Ouais. Ainsi va la vie. Moi, j'ai vu beaucoup de cas, je vais te le dire, de sacs poubelles déchirés. Tu sais, du monde, là, le sac de poubelle déchire. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, t'en mets un autre par-dessus. Là. OK, je comprends, on va polluer avec un autre sac de plastique, mais tu le mets pour éviter que ça se ramasse partout. Des incidents de grand vent, comme on a eu à Montréal, là, ton sac déchiré. Le sac se vide. Bye! On va voir des sacs là, partir dans la rue là, comme des parce que là, boules. Le vent pogne dans le trou et que ça roule, ça se vide. Ah, ça, je l'ai vu. Plus il est vide, plus il roule. À quelques reprises ici à Montréal, je pense qu'on pourrait passer l'émission au complet à jaser, Mario, de déchets dans les rues. En tout cas, en espérant que les cols bleus soient rapides. Oui, mais là, tu sais que la ville... Parce que là, un des problèmes, il y a le ramassage des cols bleus, là, elle ramasse à la main avec des pinces. Mais un des problèmes, c'est les grosses... machines à balayer, là, les gros camions qui balaient. 1er avril seulement, hein? Ben parce qu'à cause des pancartes de stationnement, là, tu peux pas changer toutes les pancartes de la ville pour 3 semaines. Les pancartes sont 1er avril, où on te demande de quitter de libérer, mettons, le jeudi matin ou le mercredi après-midi un côté de rue pour permettre le passage des balais. C'est vrai. Et là, la ville dit est en train d'évaluer la possibilité de mettre les affiches de déneigement. Comme quand on fait une opération de déneigement. Les ferait comme une opération de déneigement, mais balayage. Donc, on dirait, ben là, ce soir, de 19h à 7h demain matin, vous libérez tel côté, puis le lendemain... Pareil comme quand on fait l'opération chargement de la neige, mais pour chargement des déchets. C'est classe. Chargement des vidanges. Tout savoir en 24 minutes. On a eu les nouvelles d'un homme qui était devenu très médiatisé en 2021 et qui revient dans l'actualité, mais peut-être pas pour d'aussi bonnes raisons. C'est Mamadou Kalilou Barry, qui est ce jeune homme qui était apparu, quand je parle de 2021, c'était pour dénoncer de la violence policière à Québec. Vous en souvenez sûrement, lui qui dénonçait le SPVQ, qui avait arrêté un de ses amis, Pacifique Nio-Quizera, qui avait été, brassé par la police à cette époque-là. Puis on parlait qu'on était des bons jeunes, bien gentils, là, que la police avait, sans aucune raison, la police avait décidé d'attaquer. Ouais, le problème... Il y avait même fait un GoFundMe, il y avait des élus là, qui avaient donné, je les renommerai pas parce qu'ils sont tenus d'entendre parler, mais des élus là, bien pensants qui avaient donné de l'argent, brutalité policière. On avait appris malheureusement par la suite qu'il avait été
accusé de chef d'accusation d'agression sexuelle qui pesait contre lui pour un incident qui était arrivé en 2021. Et aujourd'hui, il s'est engagé à reconnaître sa culpabilité pour les 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle. Tout ça pour un viol collectif. En août 2021, une fête se ramasse là avec 2 amis mineurs. Les 2 amis discutent avec 2 femmes qui ont une quinzaine d'années, donc 2 adolescentes. Les 4 montent à l'étage pour avoir des relations sexuelles. Le problème, c'est que Khalilou Barry, lui, monte en haut aussi, se joint à tout ça, puis que les gars, je vais le dire comme ça, se mettent à s'échanger leur place dans le quatuor, devenu un quintuor sexuel. Et là, dans ce quintet-là, malheureusement, les filles sont mineures. Au code criminel, elles ne peuvent même pas consentir à des actes sexuels en groupe. Puis 2, tu peux pas juste changer de place comme ça, c'est pas la chaise musicale, sans le consentement des dames en question. C'est ça que j'allais dire, plus consentante, clairement. Là. Exactement. Et donc, c'est engagé comme ces 2 complices à plaider coupable. Le truc, c'est que les complices, eux, étaient mineurs au moment des faits, donc c'est des peines qui sont bien différentes. On parle on peut pas donner leur identité. Là. On peut pas savoir qui sont ces amis là, de M. Khalilou Barry. On sait pas si c'est des gens dont le nom est sorti ailleurs ou pas. On n'a aucune idée c'est qui. Là. On n'a aucune idée pour l'instant, mais bon, c'est des... il revient dans l'actualité, comme je le disais, peut-être pas pour d'aussi bonnes raisons qu'un GoFundMe ou pour dénoncer la brutalité policière. Économie. Il y a peut-être des gens qui ont un taux hypothécaire, Mario, qui sont pas très contents, là, particulièrement variable aujourd'hui. S'il avait espéré que ça baisse aujourd'hui, il n'avait pas regardé attentivement là, les nouvelles économiques des 2-3 derniers jours. Oui, parce qu'on peut toujours... que les espoirs étaient... on le sait jamais, la Banque du Canada aurait pu nous réserver une surprise, mais disons qu'il y avait une espèce de mouvement assez unanime des grands économistes, des gens qui suivent ça de près pour dire ça viendra, les baisses de taux, ça viendra en 2024. Pas cette fois-ci, pas en mars. Pas cette fois-ci, 5e fois consécutive, donc, que la Banque du Canada maintient le taux directeur à 5%. Et depuis, il faut remonter à juillet dernier pour voir là, un changement dans le taux directeur. Qui était la dernière montée, la dernière hausse d'un quart de point. Oui, tout à fait. Et là, tu parlais des économistes qui analysent tout ça. Je trouve ça toujours intéressant. T'sais, la Banque du Canada, on dirait que c'est l'oracle moderne. L'oracle grec qui fait il des prédictions. De deviner ce qui va arriver à l'inflation. En fait, la Banque du Canada, son obsession, on va te la dire, c'est qu'ils veulent pas être obligés de revenir en arrière. Ils se disent, quand on va baisser les taux, un coup, un quart de point, après ça, quelques mois après, un autre quart de point, peu importe, il faut pas se rendre compte que, l'inflation nous glisse dans les mains, puis repart en montant. Puis là, être obligé de rétro-pédaler puis de remonter les taux, leur revenir en... Ouais. Donc, ils se disent, il faut avoir une certitude, une forte confiance que l'inflation est bien contrôlée, bien revenue dans la fourchette du 2% avant de baisser les taux. Ouais. Mais à mon avis, on n'est pas si loin. Le Monde. C'est pas une nouvelle surprenante, mais c'est une nouvelle quand même. Nikki Haley, qui était la dernière rivale à l'investiture républicaine de Donald Trump, qui s'est finalement retirée aujourd'hui. On s'y attendait. Là. Après le super mardi, c'était cette soirée hier où il y avait 15 États qui passaient au vote justement pour la primaire, autant républicaine que démocrate. Vous savez que c'était Joe Biden qui allait l'emporter? Puis on était pas mal sûr que c'était Trump qui allait l'emporter également, puis c'est chose confirmée maintenant, alors qu'elle se retire là, en ayant vu les résultats justement hier là, du super mardi, ce qui laisse le champ libre complètement à Donald Trump. Et ce qui laisse en fait le champ libre au scénario que certains disaient... Même il y a des Québécois qui disaient il y a quelques mois, je peux pas croire qu'on va avoir un match revanche, là, les mêmes 2 candidats. Trump, la course de l'âge d'or, comme j'aime l'appeler. Trump, Biden, oui, ça va être exactement ça. Ça va être exactement ça. Match revanche. La question qu'on pouvait se poser, est-ce que Mme Haley, ce matin, dans son discours de retrait, est-ce qu'elle allait appuyer Donald Trump? Elle ne l'a pas fait. C'est ce qui est toujours intéressant. Mais elle n'a pas parlé contre directement non plus. Elle a parlé un petit peu contre son style, ne pas diviser, etc. Ouais, par la bande, pas y aller directement, mais quand même, il y a 2 choses intéressantes à retenir de ça. Elle l'a félicité sans l'endosser. C'est la première chose, comme on vient de le dire. Mais 2, c'est Joe Biden qui est passé à l'offensive aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec plusieurs messages en disant si vous êtes quelqu'un qui appuie Nikki Haley, vous avez des visions qui ressemblent aux miennes, vous aimez la sécurité, vous aimez la stabilité, vous aimez la démocratie. C'est des choses pour lesquelles Donald Trump ne fera pas l'affaire pour vous. Donc rejoignez-moi si vous appuyez Mme Haley et vous êtes mécontent. Il y a de la place pour les républicains. Et elle a aussi comme fermé la porte, Mme Haley, à cette idée qui avait circulé qu'elle pourrait fonder une 3e voie, puis être la 3e candidate. Cette histoire semble pas mal conclue. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.